Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Amel Guiton. Bonjour Amel. Bonjour. Pour discuter avec elle, les contributrices et les contributeurs Non Limite Sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors, Amel, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Donc moi je suis journaliste à Libération depuis 8 ans et je traite je traite des sujets numériques de manière générale, mais quand même très très majoritairement des aspects cyber au sens large, on va dire, donc cybersécurité, cybercriminalité un peu, cyberguerre pas mal, surtout ces temps-ci. Alors qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à ces aspects numériques et surtout cyber ? Alors en fait le truc c'est que au départ ça vient d'un peu loin, c'est-à-dire que je pense que j'ai mis les mains dans des ordinateurs assez jeunes et à une époque où il fallait coder pour que ça puisse être vraiment intéressant. Je me suis intéressée au logiciel libre aussi, je pense assez tôt, donc je pense que j'ai quand même un rapport à la technique de manière générale et à l'informatique qui est pas du tout un rapport distant. Je pense que je suis partie les générations qui ont appris à coder en basique quand ils étaient gamins et tout ça quoi. Donc je pense que ça a beaucoup joué par la suite. Et puis après le moment où professionnellement on va dire tout ça est devenu un peu mon objet, ça va être au tournant des années 2010-2011, en fait au moment où il y a à la fois les printemps arabes, des mouvements activistes avec un H qui deviennent très visibles, Anonymous, Telecomics, etc. C'est l'époque de Wikileaks aussi, c'est-à-dire le moment où Wikileaks devient un acteur politique au sens large de premier plan. Et moi je vais vraiment m'intéresser à ce truc-là à ce moment-là, je crois. Enfin, commencer à écrire dessus, commencer à réfléchir dessus, commencer à rencontrer des gens, commencer à traîner dans les confs de hacking et tout ça, à peu près à cette époque-là. Donc au départ ça vient, je suis arrivée plutôt on va dire par les aspects un peu militants du numérique, en tout cas c'est à ça que je me suis intéressée en premier lieu, y compris parce que je trouvais à l'époque que les communautés de hackers, de cybersécurité au sens un peu dur du terme, étaient quand même pas disons peut-être plus difficile à approcher, y compris parce que ça s'est arrangé depuis, mais à l'époque, donc il y a une dizaine d'années, c'était encore, je crois, très masculin. Il y avait encore, je crois, une méfiance vis-à-vis des journalistes, dont j'espère qu'elle s'est quand même un petit peu réduite depuis. Et c'est venu, je dirais ça, plus petit à petit, quoi. Et probablement que j'ai commencé à traiter du cyber au sens un peu régalien en réalité, parce que c'est devenu en fait un sujet géopolitique de premier plan. Enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce d'autre tournant aux alentours de 2015, 2016, avec la présidentielle américaine, avec aussi ce qui se passe en Ukraine, où on voit qu'ils se prennent quand même régulièrement des piles. Moi, j'ai beaucoup écrit en 2017, par exemple, et sur WannaCry, dont on a appris après que c'était plus la Corée du Nord, mais et sur NotPetya. Je suis partie en Ukraine juste après NotPetya. Enfin, c'est vraiment à ce moment-là, en fait, que les questions de cybersécurité sont devenues, je trouve, des questions politiques et géopolitiques de manière assez nette, quoi. Donc le cheminement s'est fait comme ça, je dirais. Et quel est ton angle de prédilection en fait sur les aspects cyber ? En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment où les questions de cybersécurité, elles prennent justement une importance sociale, une importance politique, une importance géopolitique, c'est-à-dire le moment où ça devient suffisamment massif entre guillemets ou suffisamment visible pour que un lectorat comme celui de Libération, qui est pas du tout un lectorat spécialisé, se pose des questions et envie qu'on lui explique des choses. Quand on a une attaque informatique majeure qui touche d'abord l'Ukraine en 2017, ça veut dire que
ça me laisse aussi moi la possibilité, y compris de raconter l'histoire en partant du début, en allant sur le terrain, etc. Quand le rançongiciel devient un phénomène endémique qui touche des collectivités territoriales, qui touche des hostos, qui touche des cabinets d'avocats, etc., je sais que ça intéresse les lecteurs de Libération. Donc d'une certaine manière, le cyber, moi je commence à le traiter à partir du moment où, entre guillemets, il touche tout le monde, ou en tout cas, il intéresse tout le monde, si je devais résumer. Oui, tu fais un peu plus que du cyber, d'ailleurs, parce que je t'ai vu à la nuit du hack, tu faisais aussi du crochetage en bonne compagnie. Mais alors ça, c'est aussi parce que ça a probablement plus un rapport avec ce que je disais tout à l'heure, à savoir que j'ai mis les mains dans l'informatique assez tôt, c'est que je vais pas cacher que j'ai aussi un appétit personnel pour ce genre de choses. J'ai un appétit personnel pour les sujets que je traite et j'ai un appétit personnel pour les conférences de hacking. Enfin, j'y vais pas que pour des raisons professionnelles. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, je dirais qu'au fil des années, j'y vais de moins en moins pour des raisons professionnelles. C'est-à-dire que j'y vais y compris parce que j'aime ça, parce que je rencontre des gens, parce que j'y rencontre des amis et parce que je peux effectivement y faire du crochetage de serrure, que j'aime beaucoup ça. Mais parce que c'est pour moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que je pense que j'ai aussi écrit sur les hackers parce que leur façon de voir les choses, c'est-à-dire leur manière de dire on essaie de comprendre les systèmes parce que c'est ça qui nous intéresse. Juste pour revenir sur ce que vous disiez quant au côté géopolitique et politique du sujet, est-ce qu'on ne peut pas estimer que de base, les premiers hackers, justement, avaient cette orientation un peu politisée, sinon politique, et que la géopolitique a toujours été de mise pour contextualiser l'espace cyber et ce qu'il s'y passait. Donc, est-ce que le vrai sujet, c'est pas que, étant donné qu'il y a une nuisance directe à un plus grand nombre, finalement, est-ce que le cyber n'est pas devenu un sujet plus médiatique que géopolitique ou politique, ce qu'il a, à mon sens, toujours été ? Je sais pas si on peut dire que il y a eu toujours une conscience politique chez les hackers. Ça me paraît pas si simple. Il y a toujours eu un manifeste. T'as toujours eu un manifeste. Il y a toujours une vision du monde. Il y a toujours une vision du monde. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on peut définir hacker ? Parce que il me semble que ça peut prendre plusieurs sens. Ouais. Donc, quand on parle de hacker là maintenant, on parle de quoi ? Moi, pour le coup, c'est la définition que j'ai toujours utilisée de gens qui cherchent à comprendre, les systèmes, quoi, et qui cherchent à les détourner, pour en faire pour en faire autre chose. C'est le sens effectivement le plus générique. Donc après, c'est quand même très majoritairement dans les communautés informatiques. Mais du coup, si on repart un peu au début du début, c'est-à-dire notamment dans les premières communautés hackers dans les facs, etc. Je crois qu'ils avaient plus une vision du monde qu'un engagement politique, en réalité. Mais cette vision du monde, c'est sûr qu'ils l'avaient. L'idée de la question de la transparence, c'est quelque chose de majeur. La question du code ouvert. Après, je crois qu'ils ont eu quand même longtemps le sentiment finalement qu'ils inventaient quelque chose de radicalement nouveau qui allait échapper aux anciens modèles. Et ça, on le retrouve très bien dans, par exemple, la fameuse déclaration d'indépendance du cyberespace de John Perry Barlow dans les années 90. C'est précisément ça que ça raconte. On est en train de construire un monde radicalement différent et les gouvernements, vous n'avez rien à y faire. Et d'une certaine manière, moi j'ai l'impression que ce qui se raconte dans les années 2000 et 2010, c'est précisément que le vieux monde rattrape l'Internet, ce qui était à mon sens en réalité probablement inévitable, mais que c'est à ce moment-là en fait que les enjeux technologiques prennent une importance politique de plus en plus grande. Je le verrais plus comme ça, c'est-à-dire c'est pas uniquement une question d'importance médiatique. Je pense qu'il y a aussi ce moment où les gouvernements s'emparent des technologies, les grandes entreprises aussi s'emparent des technologies, et d'une certaine manière, ça n'est plus
Ça n'est plus une espèce de monde un peu à côté avec ses propres règles, etc. Ça devient un véritable, le numérique est un champ de confrontation aujourd'hui, je pense. Enfin, de tas de confrontations différentes, d'ailleurs, pas uniquement géopolitiques, mais c'est un champ de confrontation. Alors, tout le monde parle des années 90 avec le Hacker Manifesto, etc. Mais dans les années 80, le CCC en Allemagne était déjà actif et politisé, puisqu'ils avaient... d'ailleurs, il y en a quelques-uns... Il y en a un qui a fini pendu dans un square de Berlin-Est, donc on était déjà dans la cyberguerre à l'époque, enfin le cyberespionnage peut-être, mais oui, la cyberguerre froide, je ne sais pas si ça existait. Quel est le sujet qui a eu le plus de succès auprès des lecteurs? Plutôt la guerre Russie-Ukraine sous l'angle cyber, plutôt les rançongiciels qui ont touché du monde, plutôt l'espionnage des courriers électroniques lors de la première campagne présidentielle de notre président actuel. Voilà, c'est quoi les sujets qui attirent le plus les lecteurs? Alors, pour le coup, moi, j'ai pas forcément vraiment l'œil sur les chiffres moi-même, donc je suis pas forcément la mieux placée, mais effectivement, je pense que les Macron Leaks, ça passionnait les gens, ça c'est indéniable, mais parce que c'était très très proche. C'est un peu difficile à dire, mais j'ai quand même tendance à penser que effectivement, quand on est dans des périodes politiques intenses et notamment en France, ces questions-là sont probablement celles qui font venir le plus de gens. Ouais. Ouais. Et toi, quels sont les sujets qui t'ont particulièrement intéressé? Pour le coup, moi c'est vrai que c'est là où il y a de l'intrication entre le cyber, la géopolitique, la conflictualité, etc. C'est là où ça m'intéresse le plus, mais probablement parce qu'en fait c'est là où c'est le plus opaque, je trouve, et c'est là où il y a le plus d'enjeux justement à essayer de donner à comprendre ce qui se passe, y compris avec des moyens qui sont ce qu'ils sont. Je veux dire, quand on est journaliste, en général, on n'arrive pas à la vérité des prix immédiatement. Enfin, on voit bien qu'il y a des sujets sur lesquels, en réalité, ça prendra des années avant de véritablement qu'on sache, qu'on connaisse la substantifique moelle des choses. Enfin, l'exemple qui me vient là en tête, c'est justement la fameuse attaque informatique contre le réseau satellitaire Kassat au tout début de la guerre en Ukraine. Il y a eu une attribution, ça veut dire très officielle, États-Unis, Union européenne, les Five Eyes, donc les États-Unis et leurs alliés. En revanche, on a presque aucun élément sur la manière dont ça s'est passé, et il est probable qu'on n'en ait pas avant un certain temps. Donc ça fait partie de ces sujets où on sent parce qu'il y a du secret défense dans l'affaire. Si on prend, je sais pas moi, par exemple, effectivement, l'armée numérique d'Ukraine, qui est un sujet sur lequel j'ai pas mal bossé ces dernières semaines, on peut avoir des suppositions, des intuitions, des déductions. On n'a pas la vérité des prix parce que ça se passe au beau milieu d'un conflit, et que les gens qui en réalité ont le fin mot de l'histoire ne parleront pas avant longtemps, si même ils parlent un jour d'ailleurs. Donc moi c'est vrai que je pense que c'est plutôt ça qui m'attire. C'est là où c'est compliqué à comprendre, opaque, et où il y a du rapport de force, et notamment du rapport de force entre acteurs étatiques. Je pense que c'est surtout ça qui m'intéresse effectivement. Pas que ça quand même, mais ça joue. Les ransomware aussi, c'est un sujet qui t'a intéressé? Bah oui, mais parce que là, on est typiquement dans quelque chose qui est, alors à la fois qui est massif. Quand je disais tout à l'heure endémique, c'est parce que effectivement, ça c'est pas compliqué à expliquer à un lecteur ou une lectrice, parce qu'il voit tout de suite ce que c'est, parce qu'il en a entendu parler, parce qu'il y a eu énormément de sujets, notamment ces 2-3 dernières années. Après, ce que je trouve intéressant aussi dans ce type de sujet, c'est que d'abord il y a des évolutions, et ça c'est vachement intéressant à raconter, le moment où on passe d'un phénomène qui entre guillemets est un peu artisanal, de petits groupes qui font ça dans leur coin, à un truc qui très manifestement a été absorbé
par des groupes criminels qui font probablement pas que ça. C'est-à-dire, on est aujourd'hui dans un phénomène qu'on pourrait qualifier de mafieux, si je devais dire les choses assez rapidement. Enfin, ou en tout cas, on sent c'est des cartels, quoi. On est quand même dans ce niveau-là. On voit aussi la manière même dont ça se reconfigure. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que les gens qui mettent pas le nez dedans, quelque chose dont ils n'ont pas forcément conscience. Mais toute cette tendance du ransomware as a service et de sous-traitants. Enfin, on a une espèce de recomposition, y compris d'ailleurs qui rend la tâche à certains égards plus difficile aux policiers et aux gendarmes qui bossent dessus, ou à l'ANSSI d'ailleurs, parce que comment dire, il y a du code qui est réutilisé par plusieurs groupes. Donc effectivement, pour les investigateurs, ça rend les choses pas simples. Et puis c'est pareil, ça fait typiquement partie de ces sujets dans lesquels on va retrouver de la géopolitique. Pour moi, ça me semble évident que tous les progrès en termes d'enquête, de coopération judiciaire et notamment d'arrestation sur le terrain, je veux dire, là où il y a eu des arrestations spectaculaires ces dernières années, c'est notamment en Ukraine. Bon. C'est un peu difficile de pas faire le lien avec le fait que depuis 2014, l'Ukraine est en conflit avec la Russie et qu'elle essaie précisément de s'intégrer de plus en plus dans l'Union européenne et que donc évidemment qu'il y a des coopérations judiciaires qui vont se construire qui n'existaient pas forcément avant. Donc on voit que même là, bon, tout le monde a entendu parler de l'histoire de Conti, il me semble, qui à un moment donné, dit que il soutient totalement l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et puis il y a des gens à l'intérieur qui sont pas d'accord, il y a le leak, etc. Là, effectivement, ça, c'est un groupe qui est rattrapé par la géopolitique. Mais même en dehors de ça, pour moi, les progrès des investigations, notamment dans la coopération judiciaire avec l'Ukraine, on est typiquement dans un effet de bord géopolitique qui a un impact très direct dans les enquêtes et qui du coup a un impact aussi évidemment pour l'internaute in fine, parce que ça veut dire que sur le moment il y a des groupes qui quand même vont voir leur activité sinon disparaître, du moins se réduire. Ça veut pas dire qu'ils vont pas se reformer derrière, mais voilà, on est aussi typiquement là dans un sujet qui est pas juste un sujet de pure sécurité de comment je fais pour pas avoir un rançongiciel sur mon propre ordinateur, qui est pas juste un sujet d'actu sur oh mince, tel hôpital en a été victime après telle ou telle collectivité territoriale. On est typiquement dans un sujet où on peut aussi raconter une histoire, et raconter une histoire sur un temps long, c'est-à-dire y compris commencer même je sais plus quelle était quelle est l'année où le premier rançongiciel sur une disquette a vu le jour, mais voilà, on peut aussi construire une histoire et dans le temps et dans l'espace et dans les évolutions. Moi, c'est en fait, effectivement, moi c'est ça que j'aime, c'est pouvoir aussi prendre le temps de raconter à mon lecteur l'évolution en fait des phénomènes, et pas juste être en permanence sur le sujet d'actu du moment, etc. C'est réussir à prendre aussi un peu de champ pour donner des clés de lecture en fait, tout simplement. Pour rebondir ce que vous venez de dire sur le motif qui vous pousse à documenter ce type de menaces, est-ce qu'il y a aussi un côté sensibilisation ? En fait, pourquoi vous parliez d'attribution précédemment ? L'attribution en France est un exercice éminemment politique, purement politique d'ailleurs à ce jour. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'avoir un peu les coupables ? Pourquoi pour le lecteur de Libé, je comprends bien la curiosité personnelle, mais pour le lecteur de Libération, pourquoi c'est important d'avoir ces éléments ? Alors moi je sais que j'ai toujours été quand même extrêmement prudente dans mes papiers sur notamment cette question de l'attribution. Parce que précisément, on voit bien que, alors d'abord, effectivement, non seulement c'est un exercice politique, mais l'usage qui en est fait par le pouvoir politique peut lui-même être très politique au sens, enfin, je pense à ça parce que je me souviens notamment d'un exemple frappant et je pense dont plein de gens se souviennent, c'est le piratage de TV5 Monde. On est en 2015. Si mes souvenirs sont bons,
et très très vite, le narratif. Alors parce que tout ça se fait sous une fausse bannière de je sais plus, le cybercalifat, je crois que c'était ça. Mais très vite, le narratif gouvernemental c'est un piratage qui est fait par des djihadistes. Et ils le martèlent, et moi je me souviens qu'à l'époque, il y a pas mal de confrères qui reprennent ça sans beaucoup de pincettes, et qu'en fait on n'est pas très très nombreux à dire en fait on n'en sait trop rien et peut-être il faut un peu attendre. Bon, il se trouve que les gens qui ont été prudents à l'époque, et je me souviens que mon collègue Pierre Alonso et moi qui avions écrit le papier sur l'attaque de TV5 Monde avions été prudents, on l'a pas regretté par la suite. Mais à la fois il faut être prudent, mais évidemment la question de qui est derrière, elle est importante parce qu'elle éclaire aussi les raisons d'une attaque informatique. Savoir par exemple que le faux rançongiciel qui a complètement parasité l'Ukraine pendant des semaines, tous les indices, on l'a vu assez vite, mais tous les indices pointaient vers la Russie. Ça, quand on est journaliste, il faut l'écrire. Quand on a suffisamment d'éléments, encore une fois, il s'agit pas de le faire gratuitement ou de pas prendre de précautions. Mais c'est pareil sur NotPetya. Le soir, je me souviens que le soir même, j'avais eu quelques chercheurs dans des grosses boîtes de cybersécurité qui m'avaient dit, en fait, les premiers cas qu'on recense avec notre télémétrie, c'est l'Ukraine. Ça dessine quelque chose quand même. Alors, j'ai pas écrit que c'était la Russie, simplement j'ai écrit le patient zéro, c'est l'Ukraine. Bon, et quand on veut documenter le monde, et y compris dans un pays qui par ailleurs est en guerre, une espèce de guerre pas déclarée, mais où il y a une partie de son territoire qui est un terrain de conflit, en l'occurrence le Donbass, qui a déjà eu l'annexion de la Crimée. C'est quand même c'est des choses qui font sens, quoi. Donc on est toujours pris dans cette espèce d'équilibre, mais qui est essentiel et qui fait un peu, je pense, la nature du travail de journaliste dans l'absolu, de à la fois évidemment ne pas tirer de conclusions hâtives, et y compris être très prudent par rapport entre guillemets au narratif étatique, et puis en même temps, quand on a suffisamment d'éléments, on dit souvent chez les journalistes faire parler le montage, c'est-à-dire que il faut aussi parier sur l'intelligence de son lecteur, qui est pas un débile, quoi. C'est que quand on lui met un certain nombre d'éléments, il est capable de faire 2+2 et de se dire ouais, quand même, quoi. Mais sur la question de l'attribution, moi je comprends le point de vue des techniciens qui est de dire c'est une question politique. Mais justement, moi je suis journaliste, donc pour moi les questions politiques elles sont assez essentielles. Je sais pas si j'ai répondu à la question. On peut dire que oui. Non, mais il n'y a pas de réponse définitive, mais en tout cas, tu as donné ton point de vue sur la question. Du coup, est-ce qu'on parlerait de ransomware quand même? Parce que tu as fait beaucoup de recherches là-dessus dernièrement, et c'est quoi ta conclusion? C'est compliqué d'avoir une conclusion, ça dépend de quoi on parle en fait. Est-ce que c'est un modèle économique viable? S'il l'était pas, je pense qu'il se serait déjà tari. Donc alors là, ils ont quand même été affectés par la crise. Depuis le début de l'année, ils ont 40% de revenus en moins. Je sens les plans sociaux. Mais malheureusement, oui, j'ai bien peur que économiquement ce soit viable, et probablement d'ailleurs que ça l'est d'autant plus que derrière on a des groupes qui sont véritablement organisés, et on a on a des modèles. Alors ça, pour le coup, c'est pareil, c'est assez frappant à quel point on est dans un écosystème qui a complètement fait son miel des modèles dits agiles. Alors effectivement, ça fonctionne à la fois. On est à la fois face à des cartels, et puis en même temps, il y a des fois des logiques de start-up. Je trouve ça assez fou en fait. C'est plutôt intelligent, très honnêtement. Et manifestement ça rapporte, en tout cas c'est très difficile de savoir combien ça rapporte précisément, mais je sais pas, moi j'avais eu je sais plus, c'était
aux États-Unis, il parlait de 886 millions de dollars comptabilisés par les autorités sur 2021. Bon, c'est quand même pas complètement anodin. Ouais, je me méfie des chiffres quand même, parce que je sais plus ce qu'on lit sur Internet, mais quelque chose comme la cybercriminalité, c'est 5000 trilliards de dollars. Non, mais ça, pour le coup, c'est, bon, c'est, moi, je crois que c'est un des rares chiffres que j'ai cité dans mon papier, parce que, c'était les rançons déclarées au département du Trésor américain. Donc là, voilà. Là, pour le coup. Ouais, c'est l'obligation qui est auprès des régulateurs. Voilà. Là. Et quand tu as une compromission de ton système d'information, tu as une obligation de dire quel est le prix. Là, il ne parle pas des négociations. Parce que derrière, tu as aussi beaucoup de demandes de rançon à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de dollars. Puis à la fin, tu découvres que parfois, ils payent juste 5-6 000 dollars. Et... Ah bah oui, effectivement. Oui, mais le coût de la cybercriminalité, c'est pas que le ransomware, voilà, c'est le coût général de la cybercriminalité. Ouais, c'est là où je voulais en venir. 2 petites questions. Est-ce que ce sont les rançons, le montant total des rançons exigées, ou est-ce le montant total des rançons payées? Et encore une fois, Nicolas le pointe très bien, est-ce que c'est l'ensemble des activités cybercriminelles? Ah non, pas du tout. Effectivement, ça se limite pas au ransomware. Non, pas du tout. Là, c'était effectivement un chiffre qui venait du Trésor sur le montant cumulé des rançons qui leur avaient été signalées. Donc c'est pareil, c'est du déclaratif. Je pense que c'est des rançons qui ont été effectivement payées. Mais c'est qu'une partie de toute façon. C'est-à-dire que ça n'est que les États-Unis et ça n'est que le ransomware. Et après, le problème, c'est qu'on va trouver effectivement des tas de chiffres extrêmement importants, mais qui sont en réalité des projections. Ça me semble un peu, pour le coup, ça me semble un peu compliqué. Mais d'ailleurs, je me souviens que le patron de la division, de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité m'avait dit très clairement que lui, il préférait pas donner de chiffres parce qu'il disait c'est extrêmement compliqué à calculer. En revanche, que ça rapporte de l'argent à ceux qui font ça, oui. Et la vraie difficulté, c'est qu'effectivement, c'est très difficile à combattre parce que, alors, ce qui est quand même assez frappant et plutôt rassurant, c'est que, entre guillemets, il y a du progrès. C'est-à-dire que moi, par rapport à ce que je voyais, je sais pas, il y a encore 5 ans, ils arrivent maintenant à remonter des filières, et c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que notamment il y a des pays avec lesquels il y a maintenant suffisamment de coopération judiciaire et suffisamment d'ailleurs d'envie dans ces pays de montrer aussi entre guillemets l'exemple pour qu'on réussisse à entre guillemets à faire des coups de filet. Mais ceci étant, sur l'ensemble, t'as aussi un très gros budget des États-Unis d'Amérique. Ouais. C'est surtout ça qui fait le déclenchement. Si tu prends les opérations qu'il y a eu sur Europol l'année dernière, tout le monde y participe, toutes les autres nations y participent, mais à leur taille, on va dire ça entre guillemets, les plus grosses équipes sont les équipes américaines. Et s'il n'y a pas le FBI dans l'histoire, il n'y a pas beaucoup de succès. Il y en a de temps en temps du succès, mais c'est anecdotique. Quand tu prends le nombre d'équipes qui sont capables de déployer d'investigations, de mesures coercitives et de déploiement, tout simplement, parce que derrière l'opération cyber, il y a le déploiement dans le pays... où il y a des arrestations. En fait, pour le coup... Ouais. Quand ils vont en Lituanie ou en Ukraine, comme tu disais, il y a quand même la logistique américaine derrière. Ouais, c'est-à-dire que pour moi, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une volonté... il y a un vrai, entre guillemets, portage des autorités, et notamment aux États-Unis, parce qu'ils ont un discours, pour le coup, ultra offensif quand même sur le sujet. Y compris qui peut paraître parfois peut-être un peu excessif à certains points de vue, parce que mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils y mettent clairement les moyens. Mais s'il y avait pas aussi de coopération judiciaire, ça n'aboutirait pas. Donc c'est vraiment vraiment une alliance des deux. Donc ça progresse. En même temps, ça progresse pas suffisamment pour qu'on puisse voir le bout du phénomène. Et alors après, ce que disent souvent ce qui se dit du côté de l'ANSSI, c'est que il n'y a pas de solution à date systémique à ce truc-là, sauf à dire il faut se protéger plus que les autres. Mais d'une certaine manière, ça déplace le problème. C'est-à-dire que
si ça devient compliqué de taper aux États-Unis ou si ça devient compliqué de taper en France ou en Allemagne, etc., bah ça va taper en Argentine. Et quand ça tape en Argentine, par ailleurs, ça fait vraiment des dégâts. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui sur quasiment des États entiers qui se retrouvent très très embêtés parce qu'il y a eu une campagne de ransomware et que ça les a plombés, quoi. Mais d'ailleurs, je me souviens que sur cette histoire-là, il y avait même des gens qui se demandaient est-ce que ça se fait pour des raisons politiques, et très manifestement non, en fait. C'est juste un effet d'opportunité. C'est parce que là-bas, ça marche. C'est de l'opportunisme. C'est vraiment là-bas, ça marche, quoi. Bah, ils ont vu que lors du tsunami de l'invasion russe ukrainienne, toutes les équipes de cybersécurité étaient quand même mobilisées dans les entreprises occidentales. C'est devenu beaucoup plus compliqué d'un seul coup de faire de la cybercriminalité. Et l'Amérique du Sud ne se sentait pas concernée par le conflit. Et ils n'ont pas vu arriver derrière les vagues de groupes cybercriminels qui ont tout de suite profité de ce vide. Puis après, ils sont probablement aussi... je pense qu'en termes d'investissement, entre guillemets, il y a probablement aussi du retard à rattraper par rapport, on va dire, à l'Europe, où quand même ça a vachement progressé ces dernières années. Ça, pour le coup, vous le savez peut-être d'ailleurs encore mieux que moi. On a quand même le sentiment que c'est pris en compte un peu plus sérieusement. Ça, je dis pas que la situation est optimale partout, hein, mais en tout cas dans les grandes entreprises, je pense quand même qu'aujourd'hui c'est plus résistant, quoi. Alors, en mot de la fin, est-ce que tu penses que la sécurité est un échec ? Non, je dirais pas ça. Non, je pense qu'il faut pas dire ça. C'est un work in progress. Alors après, je comprends que pour les professionnels, ce soit parfois difficile. Non, les résignés. Les professionnels sont optimistes à l'origine. Le résigné a abandonné. Bah oui, mais un vrai professionnel reste enthousiaste et sait que c'est de l'amélioration continue et qu'il n'y aura jamais de fin et qu'on fait de mieux en mieux avec le temps. Bah oui, c'est un peu ça. Je pense que ça peut être frustrant par moment, mais honnêtement, pour regarder ça de plus loin que vous, je pense qu'il y a quand même non seulement du progrès concrètement, mais y compris que dans la tête des gens, ces questions-là, c'est plus lointain, c'est plus du jargon de geek, c'est plus des trucs de spécialistes, quoi. Ça fait partie de leur vie, mais ça fait partie de leur vie parce que le numérique, il est absolument partout dans nos vies. Donc du coup, j'ai quand même l'impression que en termes de prise de conscience, il y a quand même du progrès. Donc il faut pas désespérer. Alors, Nicolas, est-ce que tu veux apporter un mot de la fin au mot de la fin? Non. Ok. Bon, eh bien, Maëlle, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci aux contributrices et aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.